Bienvenue dans Les Résilients, le podcast des super-héros du numérique. Un podcast produit par NetMedia en partenariat avec Splunk. Splunk aide les organisations à être plus résilientes grâce à sa plateforme unifiée de sécurité et d'observabilité. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. Dans cet épisode, il sera question avec notre invité d'enseignement après une attaque majeure, de chaos engineering et de formation interne aux enjeux humains de la résilience. Mais avant, voici un retour sur l'événement français de 2024. 3 hommes, le regard brillant des grands rêveurs, se tiennent à l'Élysée devant le président. Leur ambition, faire quelque chose de jamais réalisé. En 2 mots, faire rêver. On sait qu'il y aura des défis, il faudra trouver des solutions, mais on y arrivera. On est à 500 jours avant la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Ces 3 hommes, ce sont Tony Estanguet, Thomas Joly et Thierry Reboul. On sort du stade, Paris devient le décor, la scène son écrin. Quelques jours plus tard, la liste des défis prévisibles s'allonge. Et si le bateau tombe en rade ? Et s'il y a une attaque terroriste ? En somme, la période des « et si » débute. So far, so good. Les mois passent, les défis techniques aussi. Comment éclairer la scène de nuit ? Comment filmer en direct quand la Seine est un fleuve ? Il faut vérifier la résistance des sols pour les gradins sur tous les quais. On modélise, on teste. J-400. On se réunit pour préparer le programme le plus regardé au monde. Mais comment filmer et mettre en valeur des athlètes hors des gradins, tout en injectant des tableaux artistiques ? Un défi irréaliste ? En tout cas, des sueurs froides pour toute l'équipe de production. J-200. La pression devient physique, morale, émotionnelle. Thomas Joly essuie une campagne de cyberharcèlement particulièrement importante. Daphné Burki, en charge des costumes, traverse un drame intime. Thomas Lemann, chargé de la musique, fait face aux polémiques. Les chaînes se déchaînent sur le choix des artistes. Les critiques dépassent l'artistique à l'encontre de Aya Nakamura. Francis Le Goff, qui s'occupe de la parade des bateaux, a un autre problème. La crue monte et monte encore. Le zouave du pont de l'Alma a les pieds dans l'eau. Impossible de faire les répétitions pour le moment. Puis elle démarre enfin, encore et encore, dans le plus grand secret. On anticipe tout ce que l'on peut. Vent, stress, vertige, ça, on n'y peut rien. Ni prévoir la blessure lourde de Maud Le Pladec, la chorégraphe. Les corps sont éprouvés. L'équipe se soutient et on continue. Juillet 2024, la Seine monte à plus de 4 mètres. Les pieds du zouave sont définitivement mouillés. La grande contrainte, c'est la météo, le vent et la pluie. Tous les tableaux peuvent être annulés par météo capricieuse, et ça, impossible de le gérer. Un autre sacré défi, sont-ils capables de garantir la sécurité des participants et des athlètes pour cet événement hors norme ? Tony Estanguet dit « La cérémonie cristallise beaucoup d'inquiétudes. Pour y répondre, il faut se préparer, se tester et démontrer notre capacité à être prêt quoi qu'il arrive. » 25 juillet, veille de la cérémonie. Dans la nuit, la SNCF subit une attaque massive, paralysant en partie son réseau de TGV. 26 juillet, la pluie tombe sur la capitale. Elle se transforme vite en pluie diluvienne. Il faut s'adapter. Les spectateurs, trempés, gardent le sourire. Certains tableaux sur les toits glissants de Paris sont supprimés. Des gouttes d'eau, parfois, embuent les prestations des artistes. Les danseurs, impassibles, font le show. Un petit personnage, dans le plus simple appareil, fait couler beaucoup d'encre bleue sur les réseaux. Encore une polémique. Et puis, Céline Dion, après 4 ans de silence, entonne l'hymne à l'amour d'Édith Piaf depuis la Tour Eiffel. Clôture avec chair de poule. La conclusion de notre histoire, impossible n'est pas français. Mais surtout, quelle leçon de résilience. Cette histoire de résilience olympique était signée Audrey Houliard, Senior Content Marketing Manager chez Splunk. Et comme dans chaque épisode de ce podcast, Audrey est également présente pour interroger notre invité, Francis Berger aujourd'hui, RSSI de SNCF Connect and Tech. Bonjour Francis Berger. Bonjour. SNCF Connect and Tech ne fait pas rouler les TGV. Est-ce que vous pouvez nous préciser où vous vous situez dans la galaxie SNCF et si vous avez été impacté dans votre filiale par cette attaque sur les trains
Quelles leçons vous en avez tirées d'ailleurs dans ce cas-là ? Alors tout à fait, donc SNCF Connect & Tech, ce sont 3 activités. C'est une filiale de SNCF Voyageurs, donc avec une première activité qui est une agence de voyage. Donc c'est l'application SNCF Connect qu'un Français sur 3 a dans sa poche. Une activité d'entreprise numérique qui fournit des services numériques pour le groupe SNCF. Et enfin, une activité d'éditeur de logiciels de mobilité durable à destination des collectivités territoriales. Donc effectivement, sur cette première journée des Jeux Olympiques, SNCF Connect & Tech a été particulièrement sollicité pour informer les voyageurs qui subissaient les attaques et la coupure de 3 parties du réseau SNCF, Est, Ouest et Nord. Donc le défi pour nous a été vraiment au niveau de SNCF Connect & Tech de pouvoir informer les voyageurs, les 800 000 personnes qui étaient bloquées par ces attaques tout au long de la journée pour pouvoir leur apporter la meilleure solution en temps réel. Donc c'est vraiment le défi, c'est cette partie informée en temps réel. On l'a tous vécu quand on était bloqué dans un train. On a besoin d'avoir une information le plus tôt possible. Le temps se dilate, on attend vraiment d'être rassuré et accompagné de bout en bout. Francis, que veut dire être résilient dans votre contexte ? Est-ce que vous avez des exemples d'application de cette résilience ? Effectivement, on l'a vu sur ce premier incident, on avait un scénario qui était un petit peu digne d'un film de science-fiction. Si en amont on m'avait dit « Francis, prépare les scénarios pour les Jeux Olympiques », c'est ce qu'on a fait. Nous n'aurions pas pu imaginer un tel scénario avec à la fois le jour de la cérémonie d'ouverture, le jour de départ en vacances et puis ces attaques sur 3 axes en parallèle. Donc là, c'était vraiment quelque chose de difficile à anticiper au préalable, vraiment vu la conjonction de tous ces éléments. Et ça fait partie des choses qu'on doit préparer en amont, non pas pour imaginer un scénario avec autant de conjonctions de facteurs défavorables, mais pour pouvoir se préparer, avoir les bons outils pour pouvoir faire face à des situations inattendues. Donc ça, c'était une situation particulièrement complexe à gérer. Et nous avons régulièrement des situations aussi où nous devons être résilients. Donc tous les ans, nous avons les ouvertures des ventes d'hiver. Donc ça, ce sont des choses que nous préparons. C'est pour permettre aux Français de se déplacer pour aller voir leur famille à Noël. Donc nous savons sur ces dates-là que nous avons des profils de charge sur nos applications qui sont tout à fait particuliers, avec des doublements de trafic sur nos sites. Donc ça, vraiment, ce sont des choses qu'on a appris à savoir gérer. Un autre profil aussi auquel on a dû faire face de sollicitation de nos systèmes, ça a été pendant le confinement. À chaque fois qu'on a eu des annonces gouvernementales pour confiner ou déconfiner, on a eu dans la minute qui suivait des pics de trafic, soit pour annuler et changer des billets, soit pour racheter des billets quand les déconfinements étaient prononcés. Donc ça, ces types de trafic-là, nous ne les avions pas eus auparavant et ça nous a obligés à être vraiment en alerte et puis à corriger des choses qui ne fonctionnaient pas parfaitement. Et un autre type de sollicitation très importante du SI auquel on fait face, là ce sont plutôt toutes les attaques en déni de service, souvent qui sont liées à des contextes géopolitiques où on va avoir des activistes d'autres pays qui vont vouloir porter un message politique en essayant de bloquer un pays qui a pris des positions qui ne leur conviennent pas. Donc pour revenir à la première journée des Jeux Olympiques, en plus des attaques physiques le matin, on a eu aussi à faire face à des attaques de type déni de service l'après-midi. Et heureusement, nous étions prêts et ça n'a pas eu de conséquences pour les clients et les voyageurs. Donc vous parlez de ces attaques par déni de service. J'imagine qu'il y a d'autres points de vigilance comme ça au quotidien qui sont importants pour vous. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Et aussi surtout des systèmes que vous mettez en place pour pouvoir les gérer en fait. Tout à fait. Donc on voit qu'on a des profils de charge, on va dire d'un point de vue technique sur nos applications qui peuvent être très variables. Donc on a besoin de s'entraîner, on a besoin d'avoir des applications qui ont été développées en pensant à cette dimension de la résilience. Donc ça peut être au niveau du développement
de penser à des architectures applicatives avec de l'événementiel, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre typiquement quand l'application échange avec un partenaire, forcément la réponse de ce partenaire pour pouvoir continuer les traitements. On va être dans des architectures qui permettent d'avoir un partenaire qui répond soit pas, soit beaucoup plus lentement. Donc c'est d'abord tout un travail au niveau applicatif pour pouvoir faire face à tous ces aléas techniques auxquels on peut être confronté. Et puis pour faire face à des fortes charges comme celle-ci, on a tout un travail au niveau des architectures techniques. Donc on s'appuie sur du cloud public qui nous met à disposition des briques unitaires qui nous permettent d'être résilients. Et il faut pouvoir orchestrer toutes ces briques-là, avoir des applications qui permettent d'avoir cette scalabilité, ce passage à l'échelle, et bien gérer les différents paramètres. À quel moment on va augmenter notre taille de serveur, à quel moment on diminue. Tout ça, en fait, ce sont vraiment des optimisations et un travail en profondeur qu'il faut réaliser pour pouvoir tenir vis-à-vis de toutes ces sollicitations. Quel est l'intérêt principal de la démarche DevSecOps que vous avez adoptée ? Donc chez nous, on a vraiment mis en interne les équipes DevOps, donc les équipes de delivery, les équipes qui réalisent les applications au cœur. C'est-à-dire que ce sont elles qui, du coup, sont en relation avec les clients au sens B2B, les métiers qui veulent faire réaliser leur application. Et donc ces équipes qui vont produire ce SI doivent pouvoir s'appuyer sur un certain nombre d'experts, d'expertise autour. Et ces experts doivent mettre à disposition des processus, des outils pour permettre aux équipes de delivery, typiquement d'intégrer de la sécurité dans l'application, d'intégrer des patterns de résilience. L'objectif, c'est que ces équipes soient le plus autonomes possible pour faire les actions du quotidien, qu'elles ne dépendent pas d'un appel à un externe, à l'équipe qui est un expert, et que du coup, ces équipes, quand elles ont besoin, puissent aller voir l'expert pour des choses beaucoup plus précises et pointues. Francis Berger, chez SNCF Connect Tech, vous pratiquez ce qu'on appelle le chaos engineering. Ça se traduit concrètement comment pour vous ? Alors effectivement, sur la partie résilience, il y a toute une partie théorique, ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur les bons patterns applicatifs, sur les bonnes manières de gérer son infrastructure. Maintenant, la vérité, c'est ce qu'on voit sur le terrain. Donc ça, à part là, en pratique, la théorie ne suffit pas. Donc on a besoin d'aller tester nos applications. Donc on va mettre en place du chaos engineering, c'est-à-dire qu'on va tester l'arrêt d'une connexion avec un partenaire, l'arrêt de telle ou telle sous-fonction dans une application pour voir techniquement comment l'application réagit, trouver des axes d'amélioration. Et en plus de cet aspect technique, on va avoir besoin de travailler la résilience des équipes, la manière de traiter des problèmes, d'identifier des problèmes. Donc c'est aussi un excellent accélérateur de formation pour les équipes. Alors, on va essayer de s'imaginer ce que peut être une crise chez vous, par exemple des attaques sur des applications qui marchent plus ou des trains bloqués en voie. Donc ça, c'est la crise. Maintenant, comment ça va se traduire chez vous pour que ça fonctionne bien? Est-ce que vous avez mis en place une sorte de chaîne de gouvernance pour que finalement la communication se fasse bien en interne? Effectivement, jusqu'à présent, j'ai plutôt parlé de ce que nous faisions chez SNCF Connect Tech au niveau technique. Comme nous produisons du SI, on a avant tout besoin d'avoir des systèmes qui sont résilients, qui puissent augmenter en taille, etc. Mais c'est clairement insuffisant. Pour pouvoir faire face à ce type d'attaque, nous avons besoin d'avoir une organisation autour qui soit elle aussi parfaitement rodée. Donc ça veut dire savoir qui fait quoi, à quel moment, d'avoir les bonnes instances de décision entre un temps calme et un temps de crise. Et du coup, on ne procède pas de la même manière. On a un temps qui se raccourcit, on a besoin de prendre des décisions beaucoup plus rapidement. Et donc, nous avons travaillé à la mise en place d'organisations de gestion de crise avec tout un tas de process aussi de communication, que ce soit en interne, avec notre maison mère SNCF ou avec les autres parties prenantes. Nous avons besoin d'être parfaitement rodés pour faire face. Ce qu'on voit aussi, et c'est important, c'est-à-dire qu'on peut avoir une organisation, là encore, parfaite d'un point de vue théorique sur le papier. On a besoin de l'éprouver pour faire face à un certain nombre d'écueils. Ce qu'on voit généralement dans les premiers tours de roue, dans les organisations qui ne sont pas tout à fait matures, c'est par exemple des problématiques d'écrasement de la hiérarchie.
où on va avoir le patron qui va tout de suite vouloir discuter avec les opérationnels pour avoir les informations de première main, avoir la bonne information au bon moment. Et ce qu'on voit, c'est que cet écrasement des hiérarchies, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que les hiérarchies, les couches de management intermédiaires, elles sont absolument indispensables pour traduire ce qu'un opérationnel peut voir, que ce soit au niveau technique ou opérationnel métier, pour le transformer à un niveau stratégique. Et donc on a beaucoup travaillé sur cet aspect communication et rôle finalement de traducteur du management intermédiaire pour être bon en crise. À propos de hiérarchie, lorsqu'on a échangé avant ce podcast, vous nous avez dit que vous identifiez le Codir Tech et les équipes tech comme des vrais patterns de résilience. Est-ce que vous pouvez préciser ce que ça veut dire pour vous ? Alors là, on est encore sur le 3e niveau, c'est-à-dire qu'on a parlé de technique, on a parlé d'organisation, on a aussi un 3e niveau qui est la résilience individuelle des personnes. Pour faire face à une crise, il y a finalement 3 manières de réagir quand le ciel nous tombe sur la tête. La première, c'est le freeze. On est bloqué, finalement, la situation nous bloque. On l'a un tout petit peu vécu sur ces attaques au moment des Jeux Olympiques. Dans la salle de crise, il y a eu un tout petit moment de flottement de quelques secondes où les gens se sont dit c'est pas possible que ça nous tombe sur la tête. Et finalement, ces personnes étaient suffisamment entraînées et rompues à l'exercice de crise pour que ça ne dure que quelques secondes et puisse tout de suite basculer dans le 2e mode qui est le mode fight, où on va faire face à la situation et on va vraiment essayer de traiter la crise. Et le 3e mode, donc des 3 F, c'est fly, c'est-à-dire finalement je m'échappe, je m'en vais, je ne veux pas faire face, donc c'est au revoir chef, je pose ma journée de congé. Donc tout le travail qu'il est nécessaire de faire, c'est en amont déjà de sélectionner des personnes qui sont intrinsèquement stables, qui sont elles-mêmes résilientes, de pouvoir les entraîner pour qu'elles soient en mesure, quand le ciel tombe sur la tête, d'être à la fois elles-mêmes en capacité de faire face et aussi d'embarquer tout l'écosystème, d'embarquer tous les collaborateurs qui peuvent avoir pris un coup sur la tête. Donc là, il y a un véritable travail psychologique à faire pour être au niveau quand la situation se tend. À propos de ce travail psychologique, justement, je crois que vous avez mis en place en interne des actions de sensibilisation qui sont centrées sur l'aspect humain donc de la résilience. Lesquelles concrètement ? Alors effectivement, nous avions travaillé en prévision des Jeux Olympiques. Pour une fois, ça nous donnait une vraie échéance et du coup, on a pu se structurer par rapport à cette échéance-là. Donc on a eu déjà tout un travail auprès de tous les collaborateurs qui sont en astreinte pour pouvoir justement parler de ces problématiques psychologiques. Comment réagir quand on a l'impression que tout s'effondre sous nos pieds, etc. Donc ça, il y a déjà toute une première phase qu'on a travaillé pour prévenir. Dire, voilà, quand on a des situations extrêmement graves, voilà comment, humainement, on peut réagir dans sa tête, comment ça se passe. Donc ça, c'est au niveau de tous les collaborateurs, donc plutôt une partie sensibilisation. Et au niveau du Codir Tech, on s'est dit, voilà, c'était vraiment notre rôle en tant que directeur de pouvoir être le phare, donner des points de repère, de pouvoir supporter l'organisation si jamais on avait des choses terribles qui se passaient pendant les Jeux Olympiques. Donc là, c'est un travail en groupe avec des experts, psychologues, etc., qui nous ont aidés à nous poser des questions sur nous-mêmes, travailler notre collectif pour être en mesure de faire face à ce type de situation. Un des points essentiels qu'on a travaillé et qu'on a véritablement en tête, c'est de se dire, plus la situation est critique, plus on est dans le brouillard, plus c'est important d'avoir des points de repère, d'avoir un phare. Et côté SNCF, les choses sont très claires. On a défini à l'échelle du groupe SNCF les priorités. Donc on sait que la priorité des priorités, c'est la sécurité physique des clients, des voyageurs. Donc c'est avant tout ça qu'on va vouloir conserver. Si ça, c'est atteint, on va avoir le 2e objectif qui est de faire rouler des trains. Puis le 3e, c'est d'assurer l'information des voyageurs. Donc on a classé toutes ces fonctions principales de l'entreprise de manière extrêmement claire. Et ce sont typiquement ce type d'éléments qui nous permettent d'avoir les bons points de repère pour naviguer dans le brouillard et embarquer l'écosystème sur les bonnes priorités. Donc ça se prépare en amont.
à la fois sur les grands enjeux business, au niveau de la technique, des processus, et puis, on vient de le voir, sur la partie psychologique de toute l'entreprise. Alors, on se rapproche de la fin de notre podcast, donc c'est le moment de vous donner un super pouvoir de rêve. Qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que vous pourriez choisir? Je vais rester plutôt sur ces aspects humains, psychologiques. Ce serait de pouvoir détecter des biais cognitifs. On le voit dans ces crises-là, les organisations, les personnes qui doivent faire face à ces crises sont soumises à un stress extrêmement important et le cerveau bascule dans des modes un petit peu automatiques, à vouloir prendre des raccourcis. Donc c'est humain, c'est le fruit de l'évolution. Et il suffit de regarder là une page Wikipédia sur les biais cognitifs. On a énormément de biais cognitifs qui vont venir se renforcer et se démultiplier quand la situation se tend. Donc mon super pouvoir, ce serait de pouvoir détecter suffisamment tôt ces biais cognitifs pour éviter leurs conséquences néfastes. Ok, et pour un prochain épisode, est-ce que vous connaissez une super-héroïne ou un super-héros du numérique qui puisse nous parler de sa vision de la résilience? Alors là, je pense à Jérôme Poggi, qui est RSSI côté ville de Marseille et qui a dû faire face avec son organisation à un rançongiciel. Alors là aussi, digne d'un scénario catastrophe, c'est-à-dire que c'était juste le premier week-end où le confinement était annoncé. Donc le lundi, il y allait y avoir confinement et le dimanche, il y avait des élections. Et la ville de Marseille a subi une attaque par rançongiciel juste à ce moment-là. Donc là aussi, tous les facteurs se sont mis contre l'organisation. Et ce qui a été remarquable, c'est que Jérôme Poggi et ses équipes ont pu faire face au mieux à ce rançongiciel. Mais très rapidement, dans les jours qui ont suivi, Jérôme a pris la parole en public pour expliquer, oui effectivement, voilà ce qui s'est passé techniquement chez nous, mais pour alerter la communauté comme quoi il y avait eu aussi des impacts humains extrêmement forts, des personnes qui ont vraiment subi ces événements et avec des conséquences assez graves pour elles. Donc j'ai trouvé ça tout à fait remarquable et inspirant ce qu'a pu faire Jérôme, de prendre la parole en public pour parler de ces sujets-là, donc briser des tabous. Bravo à lui. Merci beaucoup Francis Berger. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation des Résilients, le podcast des super-héros du numérique, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui renforce la résilience de votre organisation. Merci comme toujours à Audrey Wouliard pour l'histoire en introduction, l'histoire olympique aujourd'hui, mais aussi l'écriture et l'accompagnement éditorial de ce podcast. Pour retrouver tous les anciens numéros, rendez-vous sur votre plateforme de podcast. Et pour ne pas rater les prochains numéros, pensez à vous abonner. Et puis pendant que vous y serez, vous pouvez noter les Résilients avec des étoiles et aussi partager cet épisode sur les réseaux sociaux. À très vite pour une nouvelle rencontre. Retrouvez l'ensemble des épisodes de Les Résilients sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Et pour plus d'histoires d'organisations résilientes, rendez-vous sur le site de Splunk, SPLUNK. À bientôt.